Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre 22e conférence qui vient enrichir notre collection de vidéos d'un cycle gratuit et ouvert à tous. Voici les thèmes qui ont déjà été couverts et dont vous voyez qu'ils sont extrêmement variés et que vous pouvez retrouver donc là où vous nous avez trouvés sur la chaîne YouTube Champagne Patrimoine Mondial. Il vous suffit de scanner le QR code pour accéder à ce cycle. J'en profite pour vous donner les prochains rendez-vous auxquels nous vous convions. Alors, d'une part, heu, nous allons réunir tous nos ambassadeurs, tous nos mécènes le 12 avril à Reims et donc je vous engage à devenir ambassadeur. Je vais vous donner le lien tout à l'heure et puis par ailleurs, je vous engage à cocher votre agenda pour le 30 juin où nous organisons la 7e marche des réconciliations qui vous permettra, à partir du château de Dormans, de parcourir ces jolis coteaux absolument extraordinaires de la vallée de la Marne. Heu, je reviens donc sur le club des ambassadeurs. Si vous aussi, vous voulez devenir ambassadeur, ça peut prendre plusieurs formes, soit donateur particulier, soit entreprise mécène, soit en devenant bénévole et bien entendu, nos statuts vous permettent de faire du mécénat défiscalisable et donc il faut le faire maintenant pour que ça s'imprime, pour vos réductions d'impôts en 2024. Avant d'introduire notre conférencière, j'aimerais rappeler la raison d'être donc du cycle de conférences, hem et qui est de, mieux faire connaître ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle et c'est-à-dire le fait que notre inscription, est absolument un ensemble unique. Parmi les atouts qui nous ont permis d'être inscrits, le rôle des femmes est singulier, tant parmi les vignobles inscrits, il y en a une quinzaine, hein, à l'UNESCO, que peut-être même, parmi les 2000 sites qui constituent la liste du patrimoine mondial. Donc en ce jour de célébration des droits des femmes, c'est, c'est ce qu'Isabelle va nous expliquer, Isabelle Pierre va nous expliquer. Elle va nous dévoiler dans sa conférence dans quelques instants. En effet, tout le monde connaît les fameuses veuves de Champagne, qui ont été, des exemples, mais elles ne doivent pas ces veuves fameuses ne doivent pas cacher les nombreuses femmes anonymes qui ont œuvré dans l'ombre de leur mari et qui, même en leur absence, ont assuré la continuité des exploitations pendant les périodes de guerre. Avant qu'Isabelle ne revienne sur ces fabuleux et courageux destins de femmes, je voudrais partager avec vous l'expérience que j'ai eu la chance de vivre quand je voyageais à l'occasion des célébrations des prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires dans de nombreux pays. Lorsque nous demandions: «Pouvez-vous nous donner le nom de femmes qui ont dirigé des sociétés qui portent aujourd'hui encore leur propre nom?» les réponses étaient longues à venir ou ne venaient pas. Et des citations invariables revenaient: Mademoiselle Chanel, Élisabeth Arden, Estée Lauder. Sauf que ces grandes entreprises ont été fondées au XXe siècle et c'est-à-dire plus de 100 ans après que madame Clicquot a repris les affaires de son défunt mari en 1805. Chanel, c'est 1910, Élisabeth Arden, c'est 1909 et Estée Lauder, c'est 1946. Donc c'est plus de 100 ans après que madame Clicquot ait donné l'exemple et surtout, ces entreprises avaient pour vocation la mode et les cosmétiques, donc des affaires à vocation féminine. Et c'est là que résident les exploits de nos fameuses veuves champenoises. S'être imposées si tôt dans un univers réputé comme masculin et où les femmes ont longtemps été reléguées dans les tâches les plus ingrates. En particulier, le monde de la vinification est resté pendant longtemps un domaine non pas seulement réservé aux hommes, mais totalement interdit aux femmes, et il leur est encore difficilement accessible. Je veux donc saluer le fantastique nombre d'œnologues femmes qui ont été nommées aux commandes dans les 10 dernières années en Champagne. Et je crois bien qu'une fois de plus, les champenois et les champenoises se montrent pionniers et pionnières, et c'est tant mieux. Je vais laisser la parole à Isabelle Pierre. J'ai eu l'immense chance de travailler avec Isabelle. Isabelle est un puits de science
et de connaissances sur l'art, l'histoire et sur les maisons pour lesquelles elle a la responsabilité de l'héritage. C'est aussi pour cela qu'elle est membre de notre conseil scientifique. Elle fait partie du groupe Patrimoine, qui est animé par Patrick Demouy dans le cadre du conseil scientifique. Cependant, à propos d'Isabelle, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle parle couramment 4 ou 5 langues et qu'elle captive systématiquement son auditoire qui vient des 4 bouts du monde. Merci Isabelle d'apporter une nouvelle pierre à notre édifice. Vous allez nous captiver et je vous laisse la parole en français. Merci, Anne. Bonjour à toutes, et à tous. Et donc je vais à présent, avoir la lourde charge et bien de vous parler, de ce sujet, ô combien riche, des femmes, et de la Champagne. Alors bon, il fallait trouver un titre à cette conférence, donc vous voyez, «Femmes et Champagne, icônes et femmes de l'ombre», mais Anne l'a très bien résumé, puisque, derrière toutes ces femmes, qui sont, passées à la postérité, il y en a évidemment beaucoup d'autres, qui, ont apporté elles aussi, leur contribution au rayonnement, du Champagne. Alors évidemment, le propos que je vais tenir, est un propos, on va dire, peut-être pas complètement objectif puisqu'il a fallu que je fasse des choix. Mais en tout cas, j'ai essayé vraiment de regrouper un panel qui me paraissait, en tout cas selon mon point de vue, le plus représentatif de ce vaste sujet, qu'est la contribution, des femmes, au rayonnement et au succès du Champagne. Alors ce qui est d'abord, assez, frappant en fait, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de Champagne, et qu'on souhaite le lier aux femmes, on a tout un tas d'images, qui nous arrivent. Mais en fait, je me suis un peu penchée, sur les plus anciennes représentations du champagne, qui datent, comme vous le voyez, de 1735 et on voit étonnamment que les femmes, dans l'un des tableaux sont totalement absentes et dans l'autre, il faut, chercher, pour en fait, là non plus ne pas trouver, de femmes. Donc c'est assez étonnant parce que vous voyez qu'on est, au XVIIIe siècle et souvent ce siècle, il est vraiment rattaché au succès du champagne et notamment à la période, de la Régence, hein, puisque Louis XV étant trop jeune pour régner, c'est son, cousin qui va assurer cette régence à la tête du royaume de France et ce régent, Philippe d'Orléans, il avait la réputation, assez sulfureuse, hein, c'était un esprit libre. Il avait cette réputation des petits soupers, dans lesquels évidemment on trouvait des femmes. Donc c'est ce paradoxe, par lequel je veux, ouvrir cette conférence. Mais vous allez le voir en fait, dès cette époque du XVIIIe siècle, on a, bel et bien, des femmes qui vont, apporter, leur, contribution au succès, et à l'image, du champagne. Alors ces icônes voilà, ces icônes, eh bien vous les connaissez tous, hein. C'est, d'abord Madame de Pompadour et puis ensuite, Marie-Antoinette. Et ces femmes, eh bien, il y a vraiment toute une légende qui s'est construite, autour d'elles. C'est aussi ce qui est fascinant, avec le champagne, c'est qu'il y a beaucoup, d'histoires vraies, mais il y a aussi beaucoup de légendes et puis, souvent des histoires vraies, mais qui paraissent, totalement, légendaires, et inversement. Donc c'est aussi, ce qui fait la richesse de ce patrimoine, champenois. Et vous connaissez tous, cette formule qu'on prête à Madame de Pompadour, hein, qui aurait déclaré que le champagne était le seul vin qui laissait les femmes belles après boire. Quant à Marie-Antoinette, bien après, sa disparition, hein, et bien, lorsque la coupe à champagne est apparue, hein, il y a eu cette légende autour du fait que cette coupe aurait été moulée, sur le sein de Marie-Antoinette. Donc vous le voyez, 2 femmes qui, vont marquer le XVIIIe siècle de leur empreinte, que ce soit, par rapport à leur goût, dans la mode, dans la culture en général et dans les arts. Mais voilà, il va y avoir ce lien qui va être fait. Alors, totalement vrai ou un peu vrai ou totalement faux, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il va y avoir ce lien, qui va être fait avec le champagne. Mais le champagne, en fait, c'est surtout, à la fin du 19e siècle qu'il va être définitivement lié à la femme, à cette image de féminité, de joie, hein, vous le voyez, de femmes qui, voilà, qui sont élégantes, qui sont raffinées.
Vous avez ici un petit panel de ces affiches qui sont devenues vraiment des succès, qui sont apparus à la fin du 19e siècle. Et c'est là vraiment où va s'ancrer cette idée que le champagne, finalement, est une boisson heu, qui, heu, qui a un lien très fort avec les femmes, avec la féminité, puisque là, vous le voyez, les artistes qui vont créer ces affiches vont ni plus ni moins incarner le champagne et son effervescence et toutes ses qualités par une femme, hein. Donc, c'est vraiment ce qui va poser, cette image et ce lien très fort qu'on a encore, aujourd'hui, avec, le champagne. Et ça va être amplifié, notamment, par, les célébrités, de l'époque. Alors, vous avez ici un exemple qui est l'exemple le plus célèbre, qui est la Païva, qui avait donc cette réputation, dans sa salle de bain, du palais, qui avait été construit, à Paris pour elle, et bien de prendre parfois des bains de champagne, hein. Donc vous le voyez, il y a toute cette réputation. Vous avez aussi Émilienne d'Alençon, donc ces femmes, c'était, on pourrait dire un petit peu les influenceuses, du 20 enfin du 19e siècle, si on veut poser un mot du 21e siècle. Ces femmes influenceuses du 19e siècle, elles avaient, voilà, une réputation, d'être dans l'extravagance, dans l'élégance, hein, tous les plus beaux atours leur étaient réservés. Et bien sûr, le champagne, allait, de soi, dans ces soirées qu'elles pouvaient, organiser. Et dans tous les lieux où elles allaient, hein, les grands restaurants, les spectacles, évidemment, il y avait cette consommation de champagne. Alors il y a eu aussi une autre, grande star, qui elle, heu, arrive à la fin du 19e siècle, mais qui, continue à régner, si je puis dire, au début du 20e siècle, c'est la grande Sarah Bernhardt, donc une grande actrice, comédienne, tragédienne, qui, elle aussi, sait, recevoir et qui, a, ses petites habitudes, on va le dire, avec le champagne. Donc ce sont vraiment ces femmes, qui quelque part, eh bien, vont, ouvrir la voie à celles, que l'on voit, aujourd'hui, rayonner sur nos écrans, puisque, au début du 20e siècle, avec l'apparition du cinéma, évidemment, vont se développer les films. Et petit à petit, là aussi, le champagne va devenir, un acteur, parfois un acteur à part entière, hein, dans des scènes, de films. Alors notamment, on va le voir très fréquemment, dans des scènes romantiques, hein. Ça, c'est le grand poncif, dès qu'on a un tête-à-tête, entre un couple, eh bien, le champagne n'est jamais très loin, de même que lorsqu'on veut évidemment, célébrer quelque chose. Et parmi, eh bien, toutes les stars inconditionnelles de ce monde du cinéma, il y a, voilà, 2 stars. Alors, j'ai choisi ces 2 là, une, évidemment, qui reste, une évidence parce qu'elle a eu ce mot fameux, hein, qu'elle se couchait avec, son parfum préféré, derrière les oreilles, et que, elle se réveillait avec un verre de son champagne préféré parce que ça réchauffait son corps. Mais, il y a une autre actrice, qui est, Joan Crawford. Cette actrice, c'était vraiment une actrice qui aimait beaucoup le champagne. Elle avait la réputation d'offrir carrément des caisses de champagne aux portiers des studios, ou des lieux où elle allait. Et jusqu'à la fin de sa carrière, elle gardait cette tradition d'organiser une fête à la fin des tournages. Donc évidemment, le champagne coulait à flot. Et alors elle avait un goût particulier pour une marque de champagne, à tel point, eh bien, qu'elle a donné le nom de ce champagne à son caniche, couleur champagne, bien évidemment, et qui était vraiment un personnage à part entière, ce caniche, qui, avait, le droit à une collerette, en guise de collier qui était marquée à son monogramme, CC, hein, donc Clicquot Crawford, pour ne pas citer la marque préférée de cette grande actrice. Donc on le voit, des femmes évidemment qui incarnent la féminité absolue, qui incarne un monde évidemment de rêve, et qui, contribue là aussi au rayonnement du champagne et à faire que ce vin, il est associé évidemment à toute cette féerie, à toute cette magie. Alors évidemment, on va passer à ces pionnières dont, Anne parlait tout à l'heure, puisque,
parmi ces icônes, au 19e siècle, eh bien, c'est là que vraiment on va voir émerger des femmes vraiment pionnières qui vont avoir l'audace, le courage même, eh bien, de reprendre des entreprises, pour les développer. Alors la première, eh bien, c'est madame Clicquot, puisque comme l'a dit Anne, en 1805, elle a la tristesse, de perdre son mari et elle va, eh bien, faire un choix, totalement inédit pour l'époque, qui va être celui de reprendre, l'entreprise familiale. Elle ne va pas se contenter de la reprendre puisqu'elle va continuer de la développer et elle va aussi marquer le champagne en général, le monde du champagne en général, pas seulement parce qu'elle ose faire ce qu'aucune femme n'avait fait avant elle, c'est-à-dire reprendre une entreprise de négoce international, mais elle va également apporter des innovations, dans les processus d'élaboration du vin de Champagne et qui sont des processus qui vont lui survivre puisque encore aujourd'hui, eh bien, ces, méthodes inventées par madame Clicquot, sont toujours, utilisées, que ce soit, pour le remuage ou par la création, de champagne rosé d'assemblage. Donc on le voit, des femmes qui, vont arriver, heu, à la tête d'entreprises et qui ne vont pas se contenter simplement de donner leur nom et on va dire de signer les papiers, mais qui vont vraiment s'impliquer dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, qui vont se former elles-mêmes, et qui vont ensuite, eh bien se révéler comme de véritables chefs, d'entreprise avec, des visions, à très long terme parfois, sur leurs entreprises qui donc vont leur survivre et qu'elles vont finir par incarner. Donc madame Clicquot a été la première. À la même époque, voilà, 3 ans exactement, après elle, il y a aussi Apolline Henriot qui va faire ce choix, à la disparition également de son époux, eh bien de reprendre l'entreprise, pour évidemment poursuivre, l'activité, lancée, par son époux. Alors, autre veuve célébrissime du champagne, c'est évidemment madame Pommery, qui va, arriver, plutôt, milieu, seconde moitié du 19e siècle. Mais là aussi, vous le voyez, une femme qui est encore assez jeune, lorsqu'elle se retrouve, confrontée au veuvage et qui va, prendre cette décision, et bien, là aussi, de succéder à son époux à la tête de l'entreprise et qui, vous le voyez, et bien, va, là aussi, révolutionner, l'art du champagne, hein, puisque c'est à elle notamment, qu'on doit, le champagne brut. Et qui va aussi, doter la ville de Reims d'un de ses monuments, les plus connus, hein. Dès qu'on voit, ce château Pommery, on sait qu'on est à Reims. Donc elle va aussi, contribuer à embellir la ville et puis, on le sait peut-être un petit peu moins, mais c'était aussi une très grande collectionneuse d'art et grâce à elle et également, au directeur, de sa maison, eh bien, le musée des beaux-arts de Reims aujourd'hui a une des plus riches collections notamment, de peintures, du 19e siècle. Donc vous le voyez, des personnages aussi, qui vont bien sûr s'impliquer dans l'industrie du champagne, mais qui vont aussi s'impliquer dans le tissu local, puisque par exemple, madame Clicquot, dont j'ai parlé, auparavant, eh bien elle va, régulièrement, faire des dons d'argent, pour, financer, différentes opérations dans la ville et notamment elle va contribuer, bah, au sauvetage, de la Porte de Mars, par exemple, à Reims. Alors, autre personnage, mais qui là est plutôt au XXe siècle, c'est, madame Bollinger, souvent surnommée Lily Bollinger, hein, le diminutif d'Élisabeth. Donc là aussi, c'est une femme, qui, va, avec, beaucoup de courage, hein, puisqu'on voit, on n'est pas dans la période la plus favorable pour reprendre une entreprise, hein. On est, au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Au passage, madame Clicquot, elle, avait repris pendant les guerres napoléoniennes. Donc, vous voyez 2 femmes qui, eh bien, ont un destin un petit peu parallèle et qui vont, avoir ce courage, cette détermination de reprendre une entreprise, avec ce souci d'abord de préserver cette entreprise et puis bien sûr ensuite de continuer à la développer. Et donc vous le voyez là aussi, eh bien, on a affaire à une femme qui va, eh bien, entreprendre, la promotion, de son vin, par, vous le voyez, un grand voyage que madame Bollinger va faire, d'un petit peu partout dans les États-Unis pour vraiment asseoir, la notoriété de sa marque dans ce grand marché, pour le champagne et puis qui va ensuite aller là aussi vers l'innovation, qui va aller explorer des territoires qui n'avaient pas encore, été explorés jusque-là,
par les élaborateurs de champagne, avec notamment, bah, vous le voyez, hein, cette invention du récemment dégorgé, hein, qui va vraiment être une révolution lorsqu'il va être présenté. Et puis aussi cette audace vraiment très inattendue d'aller élaborer une cuvée à partir de ces vieilles vignes françaises, hein, donc des vignes qui ne sont pas greffées, donc vraiment une petite rareté en Champagne. Donc vous le voyez, femme vraiment toujours à se former elle-même, hein, puisque ce qui fait aussi le point commun de toutes ces femmes dont je suis en train de vous parler, c'est que finalement, ce sont des autodidactes. Bien sûr, elles ont reçu une éducation, mais évidemment qui n'était pas une éducation tournée autour de l'entrepreneuriat ou de la gestion d'entreprise. Donc on le voit bien, ces femmes qui sont confrontées à une situation, ou disons-le dramatique, hein, vous êtes mariée et puis tout à coup vous vous retrouvez, veuve, avec, des enfants. Il faut se relever, il faut rebondir et bien, voilà, elles vont faire ce choix, vraiment, assez, incroyable, et bien de diriger l'entreprise et vraiment de la diriger en propre. C'est aussi ce qui fait leur particularité, c'est qu'elles ne se contentent pas entre guillemets de donner un nom, elles vont vraiment être actives et moteurs dans ces entreprises et c'est ce qui fait leur grande particularité. Alors avant de passer à ces femmes de l'ombre, je voulais simplement, conclure cette partie sur les icônes et ces femmes, qui ont repris des maisons de champagne, en vous replaçant quand même un petit peu le contexte. Toutes ces femmes dont je viens de vous parler, hein, madame Clicquot, madame Pommery, madame Bollinger, alors un petit peu moins parce que c'est un petit peu plus tardif, mais en tout cas, les premières, celles du 19e siècle, elles se sont inscrites, dans un contexte, pour le droit des femmes qui était assez corseté, puisqu'elles ont décidé de reprendre une entreprise à une époque où les femmes étaient considérées comme des mineures, c'est-à-dire qu'elles étaient à la charge des hommes. C'était des hommes qui étaient en responsabilité de ces femmes, donc d'abord un père puis un mari, ou en tout cas, si elles ne se mariaient pas, un homme de la famille. Et évidemment, dans ces familles, on va dire bourgeoises, familles qui avaient un certain confort, de vie, on ne travaillait pas quand on était une femme, hein, on était le faire-valoir de son mari, on était une maîtresse de maison, une maman, mais certainement pas une femme qui travaille. Et ces femmes, eh bien, elles ont, décidé de casser un peu tous ces codes, et elles ont pu le faire parce que malheureusement, elles étaient veuves. Il faut savoir qu'à cette époque, eh bien, on considérait donc que les femmes étaient des mineures, sauf au moment où elles devenaient veuves, hein. On considérait que ce n'était pas un choix évidemment, d'avoir, perdu leur époux et à ce moment-là, on estimait qu'elles pouvaient quand même un peu plus prendre en main, leur destin. Mais vous le voyez, c'était quand même une situation assez exceptionnelle pour ces femmes. Et alors, pour la petite histoire, donc ces femmes ne pouvaient pas avoir de compte en banque personnel, hein, et dans les familles pauvres, les femmes qui travaillaient ne touchaient pas directement leur salaire, c'était leur mari ou leur père ou l'homme en tout cas qui était responsable d'elles, qui touchait ce salaire. Et pour l'anecdote, eh bien, il faut savoir que, l'arrière-petite-fille de madame Clicquot, s'est beaucoup battue, au début du XXe siècle, pour obtenir que les femmes puissent enfin, toucher leur salaire directement et c'est, une loi qui a été, publiée en 1907 seulement. Donc vous voyez que ça a été assez long comme chemin pour pouvoir, toucher le fruit de son travail. Et cette duchesse d'Uzès, donc arrière-petite-fille de madame Clicquot, s'est aussi beaucoup battue, pour que les femmes, eh bien, aient le droit de vote. Elle est aussi, pour que les femmes, puissent être formées à des postes d'encadrement dans les entreprises, de manière à pouvoir se substituer aux hommes si jamais les hommes étaient empêchés. Donc vous le voyez, ce côté, pionnier, a pu se transmettre de manière éducative et génétique, en tout cas dans certaines familles. Et il faut savoir que derrière toutes ces femmes, qui ont, réussi et qui ont laissé leur empreinte, il y a, des milliers d'autres femmes qui elles, ont, travaillé tout autant, mais qu'on a, oubliées, sauf évidemment, dans leur famille ou en tout cas dont on n'a pas vu, l'action et c'est ces femmes de l'ombre maintenant dont je voudrais vous parler un petit peu. Alors là aussi, ça ne va pas être exhaustif.
j'ai fait un choix. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, cette idée de femmes qui travaillent en soutien, de leur mari ou en relais de leur mari, eh bien, on peut le trouver au XVIIIe siècle. En tout cas, il y a au moins ce cas, chez Ruinart qu'on a pu trouver, où on voit bien dans la correspondance, qui est conservée dans les archives que, lorsque le fils du fondateur, je vous rappelle que la maison Ruinart, elle a été vraiment, fondée au tout début du XVIIIe siècle, hein, en 1729 par Nicolas Ruinart et son fils Claude voyageait beaucoup pour aller représenter la maison un petit peu partout, en Europe et on se rend compte au fil de la correspondance qu'il échange avec son épouse et bien que quand il est, en voyage, son épouse, et bien, est chargée en quelque sorte de lui faire un petit peu des rapports d'activité de l'entreprise. Elle a même parfois des missions, hein. On voit que, elle va voir, dans les vignes, voir un peu comment le raisin, évolue dans les vignes et donc elle fait des petits rapports, à son mari et par exemple, en 1775, au moment où on prépare, le sacre, de Louis XVI, et bien, c'est elle qui va, recevoir, les, personnes qui, viennent en repérage à Reims pour trouver des hébergements pour les membres de la cour qui vont venir assister, au sacre. La maison Ruinart à l'époque étant basée, vraiment tout près de l'actuelle place du Forum à Reims. Donc évidemment, on avait un lieu de choix pour, héberger, des personnes, censées assister, et participer au sacre et pour l'anecdote, elle va même réussir à leur faire visiter les caves, donc à parler également du vin et alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'à plus de 100 ans, d'écart, et bien, une autre, femme de la famille Ruinart, c'est cette fois-ci Charlotte, Ruinart de Brimont, va aussi, prendre la tête de la maison, de manière, temporaire puisque à l'issue de la Première Guerre mondiale, son époux, va décéder brutalement et leur fils étant trop jeune pour reprendre l'entreprise, eh bien, c'est elle qui va assurer l'intérim, au moment où la maison, eh bien, doit se relever, doit reconstituer, un outil de production, et puis doit relancer le commerce. Donc, c'est elle, Charlotte Runard de Brimont, qui va, assurer cela, évidemment en s'entourant, d'un conseil, constitué d'hommes uniquement malheureusement, puisqu'à l'époque, là aussi, c'est encore une anomalie qu'une femme, dirige une entreprise. Mais vous le voyez, on a quand même parfois, en fonction des circonstances, des femmes qui arrivent eh bien, à, intervenir à différents niveaux, dans l'entreprise, même si ça peut paraître, des anomalies dans des entreprises de ce niveau-là encore, notamment, pour le XVIIIe siècle. Alors, il y a une femme qui est quand même un peu restée dans l'ombre et qui est tout à fait contemporaine, d'une Apolline, Henriot ou d'une Madame Clicquot, c'est mademoiselle Gervais, Élisabeth, de son prénom. Elle a un parcours assez étonnant parce que elle n'a pas du tout, eu de maison de champagne, à diriger. Par contre, vous le voyez, c'était un esprit, curieux, un esprit, scientifique. Elle a, voilà, inventé des choses, notamment ici, vous voyez, vous avez un brevet d'invention, de mouvement perpétuel. Mais elle s'est beaucoup intéressée, à l'élaboration du champagne et notamment, au processus, de fermentation et à cette, idée qu'il fallait essayer de préserver la qualité du vin, parce que bien, voilà, cette, fermentation qui provoquait l'effervescence, parfois avait tendance, pensait-on, à faire perdre ses qualités, au vin. Et donc elle a beaucoup, lu, hein, elle s'est beaucoup inspirée notamment des travaux de Chaptal. Voilà, cette mademoiselle Gervais, c'est son frère en fait qui l'a fait un petit peu passer à la postérité, puisque c'est lui qui a publié un opuscule sur les travaux de sa sœur et qui a quand même permis, eh bien, que le nom de cette, jeune femme, ne passe pas, dans les oubliettes, de l'histoire. Ce procédé de mademoiselle Gervais, il a, été utilisé, par, différents élaborateurs de champagne. Donc je voulais parler quand même de cette femme parce que son parcours est assez étonnant, vous voyez, hein, on est vraiment, dans la première moitié du 19e siècle où là, on a une femme qui va vraiment s'impliquer dans les processus d'élaboration, et qui, va vraiment observer ça d'un œil, scientifique
ce qui est assez étonnant pour cette époque. Alors au XXe siècle, il y a eu une autre femme dont le parcours, a été, intéressant, et là aussi un parcours, inattendu, c'est Jeanne Krug. Alors elle est née Jeanne Ollier-Larousse et puis, au début du XXe siècle, en 1904, elle a, épousé le petit-fils, du fondateur de la maison Krug et là aussi, elle n'était pas du tout destinée, à être mêlée aux activités de l'entreprise, si ce n'est éventuellement, être au bras de son mari, un faire-valoir, lorsqu'il y avait des réceptions. Sauf que malheureusement, une dizaine d'années après leur mariage, eh bien, la première guerre va éclater, première guerre mondiale et son mari va être évidemment, comme bon nombre de Français, appelé sous les drapeaux et elle va se retrouver, toute jeune maman, hein, d'un petit garçon qui a à peine, 2 ans. Donc, elle va se retrouver, eh bien, confrontée, à, la gestion de l'entreprise puisque son mari va être fait prisonnier et donc pendant 3 ans, elle va assurer l'intérim à la tête de la maison. Donc, elle a quand même une correspondance plus ou moins régulière avec son mari, donc elle échange avec lui et puis elle s'appuie aussi bien sûr sur des collaborateurs de la maison qui sont restés à Reims et qui vont l'aider à assurer cet intérim à la tête de la maison. Et c'est une femme aussi qui, ne va pas, oublier les autres puisque, c'est volontaire, hein, que j'ai choisi une photo au milieu où on la voit avec sa tenue d'infirmière, puisqu'elle s'est, beaucoup engagée auprès des Rémois, notamment. Elle s'est engagée au sein de la Croix-Rouge en tant qu'infirmière, donc auprès des soldats blessés, mais elle n'a pas oublié les Rémois, donc elle a fait beaucoup d'actions en faveur des Rémois. Elle s'est notamment beaucoup impliquée, après la Première Guerre mondiale dans l'œuvre du Retour à Reims et elle s'est aussi beaucoup impliquée pour les levées de fonds de l'hôpital américain de Reims. Donc vraiment un personnage, très marquant, pour l'histoire, de Reims et l'histoire de la Champagne, mais qui a, eu, un rôle très discret, qui le souhaitait, hein. C'était sa volonté, elle ne voulait pas du tout être, transformée en héroïne, mais bon, je tenais quand même à la mettre en avant parce qu'elle a un parcours aussi, très étonnant. Cette Jeanne Krug qui a, réussi vraiment à assumer, tous ses rôles, à la fois de maman, d'épouse, d'un soldat prisonnier et donc de régente, si on peut dire, à la tête, de la maison, de manière à ce que, bien, quand son mari reviendrait, il retrouverait une entreprise qui fonctionne. Et également, une assistance bien sûr, aux employés de la maison, hein, puisque, elle a ouvert les caves de la maison, pour refuge, non seulement aux employés, mais évidemment aux gens qui habitaient autour de l'entreprise. Et puis, bien sûr, il y avait des classes d'école qui ont été installées, il y avait un dispensaire, pour les blessés. Enfin voilà, quelqu'un qui vraiment, au-delà simplement, de la direction de la maison, n'a pas oublié, qu'elle devait aussi agir, en faveur des autres. Et ce qui est, très beau aussi, c'est que, lorsque, son mari va, revenir aux affaires, et bien, il va continuer à, faire appel à son épouse pour, gérer un certain nombre de choses dans l'entreprise. Donc ils vont continuer comme ça. Joseph, Krug, 2e du nom, va être libéré, en 1917 pour des raisons médicales. Donc il va faire une convalescence en Suisse, donc son épouse va le rejoindre en Suisse, pour le soutenir et lorsqu'ils vont revenir tous les 2 en France, eh bien, Joseph va continuer à déléguer certaines tâches, à son épouse. On voit bien dans les correspondances où des fois ils disent: «Oh bah ça, il faut voir, avec mon épouse». Ah, c'est elle qui gère cette partie-là. Donc on le voit, une ouverture, qui est faite, à cette femme qui s'est montrée à la hauteur de la tâche, hein, puisqu'elle était aussi chef de famille, en plus de toutes ces tâches et c'est notamment elle, bien qui va, pousser à la création, d'un millésime, en l'occurrence le millésime 1915 à un moment où pourtant, c'était assez, compliqué de se projeter, dans l'avenir. Je pense aussi que c'est un trait commun à toutes ces femmes, dont je parle depuis le début. Ce sont des femmes qui ont, souvent, une vision, très optimiste des choses et qui ne croient pas, à la fatalité et qui, ont cette capacité, à croire, en l'avenir même si, tout a l'air, heu, complètement, à l'opposé de leurs espoirs.
Et c'est ça aussi, je pense, qui en fait des chefs d'entreprise extraordinaires parce que elles savent se projeter au-delà du moment, de l'instant T où elles se retrouvent dans une situation qui, dans la plupart des cas, n'est pas une situation des plus heureuses, puisque soit elles ont perdu leur mari, soit leur mari est empêché temporairement. Et je pense que c'est ce qui fait aussi leur grande qualité. Et donc, ces femmes, qui, se sont retrouvées à la tête de la maison, il faut, ne pas oublier celles qui n'ont pas dirigé de maison, mais, qui ont apporté, leur contribution à, l'élaboration, des vins. Et là, quand on se penche sur cet aspect on va dire, de production du vin, on se rend compte que dès le début, il y a des tâches, qui sont beaucoup plus féminines que d'autres. Comme le disait Anne tout à l'heure en introduction, on ne va pas trouver de femmes dans la partie, vinification, ou que ce soit au XVIIIe ou XIXe siècle. Les femmes ne sont pas du tout concernées, par les aspects de vinification, de pressurage et autres. En revanche, on va les trouver, si je puis dire, en bout, de chaîne, au moment où on va, boucher les bouteilles parce que généralement, elles vont se voir confier les tâches, de préparer les bouchons, et puis aussi, l'habillage. Donc là, vous voyez, on a une gravure de la fin du 19e siècle où on vous montre la préparation des commandes avant les expéditions. Et bon, au premier rang, on voit que ce sont des hommes là, hein, qui sont en train de faire les opérations les plus fortes, mais à l'arrière-plan, on aperçoit des femmes et qui sont chargées, de l'habillage. Alors, dans le vignoble, au 19e siècle, là aussi, il y a des tâches que les femmes peuvent faire. On voit bien sur cette petite gravure, hein, elle est là, pour passer, les échalas, à cet ouvrier qui est en train de ficher, ces échalas, près des jeunes ceps de vigne. Et évidemment, quand on arrive à la vendange, là, il y a beaucoup de femmes, heu, qui assurent la cueillette, qui assurent le tri, des raisins. Par contre, toutes les activités qui demandent de la force physique, hein, comme, porter les paniers, mettre les paniers sur les chariots et puis évidemment après au pressurage, là, ça va être réservé, à des hommes. Et on voit bien lorsqu'on étudie, notamment, les archives de certaines maisons de champagne, quand il y a des échanges de correspondance autour des vendanges, on vous parle de cueilleuses. On ne vous parle jamais de cueilleurs, mais toujours de cueilleuses, puisque c'est vraiment une activité qui est principalement, exercée par les femmes. Et alors ce qui est assez, étonnant dans ces époques, c'est que, de jour en jour, en fait, les tarifs, à la journée, puisqu'elles sont payées à la journée, eh bien, varient. Donc, au début, de la vendange, le tarif, n'est pas très élevé, mais en fait, plus on avance, dans les vendanges et plus on voit qu'on est, un peu, pour mettre un terme actuel, à flux tendu en termes de main-d'œuvre et donc on voit bien que les prix, ont tendance à escalader, voire à flamber, pour, payer, pour pouvoir recruter, eh bien, ces cueilleuses. Donc qui cueille le raisin et puis qui assure aussi le tri du raisin. Alors on voit bien, le tri du raisin, c'est plutôt féminin, hein. Il y a vraiment ce cliché, de la femme, qui est, très attentive, très minutieuse dans ce qu'elle fait et qu'évidemment, elle ne va pas laisser passer, un raisin défectueux, hein. Donc parfois ça relève un petit peu du cliché, mais effectivement, c'est un fait, avéré et on voit bien, hein, dans ces images, du début du XXe siècle, là aussi, alors il y a une image que j'ai vraiment choisie où vous voyez, on a une dame assise qui fait le tri du raisin et à côté, on a un jeune homme là qui porte fièrement, 2 paniers sur son épaule. Mais parce que je trouvais que ça résumait bien justement la répartition des tâches, au moment des vendanges, dans les vignes et encore, au début et jusque, au milieu du XXe siècle. Et ce rôle des femmes vraiment, il est apparu notamment, de manière assez flagrante, l'an dernier, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappée lorsque je suis, allée découvrir, l'exposition, que, l'Union des maisons de Champagne, proposait pour les Journées européennes du patrimoine, puisque c'était une exposition photographique qui montrait, tout le travail, réalisé pour produire du champagne et c'était assez, flagrant, que sur bon nombre de photos, on avait beaucoup de femmes
qui, eh bien, étaient, vraiment sur des tâches comme ici, la cueillette, mais aussi parfois sur des tâches comme on le voit là, avec la taille. Vraiment le vignoble, c'est un domaine où, il y a beaucoup de femmes qui sont intervenues historiquement et qui, finalement ne sont pas passées à la postérité. Donc voilà, ces photos, elles ont le mérite, eh bien de repositionner ces femmes, à leur juste place, à savoir une forte contribution, évidemment, pour, la culture de la vigne, mais aussi, pour les travaux de production. Alors, tout à l'heure, je parlais, de minutie, hein. Il y a vraiment ce cliché autour des femmes et on voit bien, par exemple, ici, on a une scène où on voit des jeunes filles et des femmes préparer, les bois pour le greffage. Donc là aussi, dès qu'on a des choses minutieuses à faire, généralement, si ça ne demande pas de force physique particulière, et bien ces actions minutieuses, on va les confier majoritairement, à des femmes. Et il va vraiment falloir attendre la Première Guerre mondiale et là, bah, le manque de main-d'œuvre pour certaines tâches, pour que, on commence à se tourner vers des femmes pour les former à, certaines tâches, notamment par exemple le remuage, où au bout d'un moment, on va se trouver confronté au fait que, bah, on manque de main-d'œuvre masculine et en revanche, on a une main-d'œuvre féminine disponible et donc on va, commencer à former des femmes pour certains métiers. Alors voilà, ces plaques, elles sont assez émouvantes parce que, on y voit donc les métiers, tous ces métiers, exercés par les femmes. Donc vous voyez, hein, on retrouve bien donc, la préparation des musées, la préparation des bouchons. Il y avait aussi, par exemple, quand les bouteilles vides étaient livrées, généralement, c'était les femmes qui étaient chargées de vérifier que les bouteilles étaient de bonne qualité. Donc on voit bien, il y a toujours cette image collée à la peau des femmes, qui est, une femme, c'est minutieux, c'est attentif, donc on lui fait faire ce genre d'action pour être sûr, eh bien, qu'on aura la qualité. Donc vous voyez, elle participe véritablement, à l'excellence des produits qui sont ensuite délivrés. Et puis là, bah, je n'ai pas résisté à vous montrer cette plaque, puisque donc, contre-dame, c'est la manière élégante, qu'on a trouvée pour dire que cette femme était contremaître, hein. Donc c'est, une espèce de féminisation, du mot contremaître et vous voyez, on n'est pas allé, à, faire une féminisation littérale parce que sinon évidemment on aurait proposé un mot qui aurait prêté quand même à pas mal de mauvaises plaisanteries. Donc on voit eh bien que, ces femmes, elles ont vraiment une place, de petites mains, on va dire, mais qu'elles apportent, aussi, parfois, eh bien de l'encadrement, puisque là, en l'occurrence, hein, c'était une personne qui était en charge d'une équipe. Voilà, hein, ces photos qui vous montrent aussi, vous voyez, c'est tous ces bancs sur lesquels les femmes sont installées, pour habiller les bouteilles, hein, parce que là aussi, il y avait aussi les mireuses, hein, qui étaient en charge, eh bien, de vérifier la limpidité, des bouteilles, à la fin du processus de dégorgement. Donc ces femmes, ici une très belle photo, qui vous montre, la délicatesse, et la précision avec laquelle ces femmes, eh bien, œuvrent à faire que ces bouteilles qui partent un petit peu partout, dans le monde, aient le plus beau des aspects. Donc on voit bien en fait des femmes, qui, ont des apports parfois très visibles lorsqu'elles sont à des postes de direction, et des femmes, qui ont des postes beaucoup moins visibles, lorsqu'il s'agit effectivement de la production. Mais je crois que toutes ces femmes, eh bien, elles ont contribué au fait qu'aujourd'hui, eh bien, heureusement, il y a, des femmes qui sont œnologues, il y a, des femmes qui peuvent, travailler sur la vinification des vins, hein, qui peuvent faire des métiers, en charge des cuves ou des fûts et cetera. Et toutes ces femmes, de l'ombre, eh bien, c'est elles qui ont, pavé, le chemin, des femmes qui aujourd'hui, eh bien, se peuvent s'épanouir, dans leur passion, au sein, eh bien, soit d'exploitations, vitivinicoles ou soit au sein de grandes maisons. Donc cette conférence m'a permis aussi de faire un petit panorama, et de faire émerger, toutes les inspirations qui font qu'aujourd'hui, heureusement, nous avons des femmes œnologues, nous avons des femmes vigneronnes, nous avons des femmes caristes, et évidemment des femmes à la tête, de maisons de champagne. Voilà, j'espère que
conférence vous aura inspiré, peut-être aussi surpris. Et je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole de nouveau à Anne. Alors, merci beaucoup, Isabelle. J'avais dit que vous alliez nous captiver. Vous avez réussi. Euh, on va bientôt mettre fin à cette conférence. Je vous redonne les QR codes qui vous permettent de suivre l'actualité de la mission Coteaux, Maison, Cave de Champagne au patrimoine mondial. Et j'espère que vous avez bien compris la singularité de la présence des femmes, soit très visible, soit très invisible, qui en fait est peut-être un symbole qui ressemble à notre inscription avec un patrimoine très visible, mais aussi un patrimoine invisible avec nos caves. À bientôt.